Le loup-garou est un animal mystique, se transformant la nuit tombée. Dans la culture populaire, c'est un animal féroce, assoiffé de sang. Le garou que j'ai en face de moi, il est tout aussi féroce et énervé quand il prend un but dès les premières minutes. Je suis Elio Russo et vous êtes dans ton rêve. Bonjour Garou. Salut, ça va? Comment ça va alors? Ouais, ça va très bien. Il fait un petit peu froid dehors, mais sinon ça va. Alors, j'ai écrit cette introduction parce que, évidemment, ton nom de streamer me l'a tout de suite évoqué, mais est-ce qu'il y a une ref à l'animal mystique? Franchement, il y a aucune ref à l'animal mystique, mais il y a quelque chose de plus incroyable, c'est que c'est mon nom de famille. C'est ton nom de C'est famille? mon nom de C'est ton nom de famille, famille, Garou. c'est ça. Sur la carte d'identité, il y a écrit Garou, tout ça. Pour qu'on explique un petit peu qui tu es, du coup, tu es un streamer qui poste sur TikTok, sur les réseaux sociaux. J'ai envie de te poser d'abord cette première question. Ça fait des années que tu streams. Est-ce que pour toi, streamer, c'est genre une fin en soi ou c'est un moyen d'arriver à quelque chose de plus haut? Pour moi, c'est un moyen d'arriver à quelque chose de plus haut, à savoir que je suis aussi du coup affilié au domaine du e-sport. Je suis joueur e-sport pour le Racing Club de Strasbourg et forcément le monde du e-sport, il est combiné, il est forcément associé au divertissement, qu'on le veuille ou non. Quelque chose qui allait de pair avec le e-sport, la création de contenu, et cetera, et cetera. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Mmh. Donc forcément, pour moi, c'était quelque chose d'évident. Dans cet objectif d'être joueur e-sport, il y a le côté évidemment sportif. Est-ce que tu t'es déjà vu, toi, être un sportif de haut niveau? Être un sportif de haut niveau, quand j'étais plus petit, c'est vrai que je m'imaginais, je me voyais plus tard, je pensais vraiment que l'e-sport, ça allait être une niche. Honnêtement, je me suis dit que plus tard, il y allait quelque chose qui allait se passer dans ce domaine-là. J'avais senti, ça, j'étais encore petit, quand la plupart des gens ne pensaient uniquement qu'à jouer. Je voyais déjà un petit peu le côté business que ça allait prendre, le côté l'ampleur que ça allait prendre. Pour l'instant, ça ne dépasse pas le sport, ce qui est quelque chose de logique. Ça dépassera selon moi jamais le football, mais il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que du coup, j'entreprends, pour l'instant en Alsace, autour de tout ça. Justement, tu m'en as parlé un petit peu avant. Tu as déjà un vrai pied dans ce monde-là. C'est là, on n'est plus au niveau du débutant. Là, il y a quand même quelque chose qui s'est déjà inscrit dedans. Ouais, c'est ça, là, pour l'instant, je me qualifie comme, j'ai un petit statut intermédiaire. C'est-à-dire que je suis pas au niveau pro, mais je suis pas au tout début. C'est-à-dire que, bah, déjà, il y a le Racing, mes streams, pour l'instant, ça marche pas mal, même si c'est encore que le début. J'ai la chance d'être bien entouré, d'être branché aussi avec certains streamers et créateurs de contenu, sur FIFA. Donc c'est un réel avantage, il faut pas se mentir. Et en parallèle, ben, je continue de développer, que ce soit des sections e-sport, au sein de clubs de foot, organiser des tournois, inter-entreprises, inter-écoles, et cetera, et cetera. Tu as parlé d'équipe e-sport parce que tu as aussi fait partie d'une équipe e-sport et c'est un monde qui est quand même, pour le moment, comme tu l'as dit avant, assez niche. Est-ce que tu peux un peu rentrer là-dedans et m'expliquer un peu comment ça se passe, l'organisation? Alors en fait, ça va dépendre du jeu. Donc il y a plusieurs jeux dans le monde du e-sport. Donc petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, l'e-sport, c'est le fait de faire des compétitions sur des jeux vidéo. Et du coup, ça va dépendre du jeu auquel tu joues. Par exemple, la plupart des jeux, on va dire, qu'on peut retrouver dans le domaine du e-sport et qui sont bien développés, c'est des jeux d'équipe. Ce qui est logique parce que ça va développer des compétences, de la cohésion d'équipe, du team building. Il y a plein de choses qui vont se passer autour de ça. Forcément, il y aura un coach, un manager pour pouvoir gérer l'équipe. Sur FIFA, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la compétition qui est développée sur FIFA, c'est du un contre un. Donc c'est moi là maintenant, je vais affronter, quelqu'un d'autre et ce sera mon esprit contre son esprit. Après, pareil, c'est important de bien s'entourer. Par exemple, au Racing, on a un coach, grosse dédicace à Samir au passage, qui est là pour nous, voilà, nous conseiller sur notre manière de jouer, nous trouver les défauts qu'on a dans notre jeu, nous soulager aussi, mentalement avant les rencontres, pour qu'on puisse arriver au niveau de la rencontre, bah, mentalement serein, ne pas être stressé par quelque chose d'autre. Parce qu'il faut savoir que c'est des facteurs qui jouent. C'est des facteurs qui jouent sur ton niveau de concentration et qui font que tu risques d'être moins performant. Comme par exemple, est-ce que toi, tu as déjà vécu un moment de stress avant un match où tu t'es dit: «Vas-y, vas-y, je lâche. Vas-y, je peux pas». Moi, je me souviens de mon premier match en compétition. C'était fait par hasard. Pour la petite anecdote, j'étais allé du coup au Racing, à la Méno. Il y avait des gens qui distribuaient des prospectus, devant et j'ai vu que voilà, tournoi FIFA. Je me suis chauffé, j'y suis allé avec mes potes et 1er match, j'ai la tremblote.
Je tremble, pourtant j'ai rien à perdre. Techniquement, j'ai rien à perdre, j'ai rien à prouver. J'étais quoi? J'étais en 4e, enfin voilà, collégien, basique et ouais, la tremblote. Mais étonnamment, plus les matchs passaient, plus j'étais serein et je sentais que c'était quelque chose que j'aimais. C'est un peu bizarre à dire, mais en dehors de ça, de manière générale dans la vie, j'aime pas trop tout ce qui est compétitif. J'aime pas me comparer aux autres, j'aime pas je suis pas vraiment ce genre de mec-là, mais sur FIFA, j'ai ressenti le truc de je suis là pour abattre. Oui, oui, c'est ça, parce que tu dis quand même, il y a quand même une vraie démarche de C'est sportif ça, c'est dans ça. l'e-sport. Et là, tu me dis que tu n'es pas quelqu'un de C'est ça. compétitif. Après, c'est vrai que quand on est jeune, on a cette tendance aussi à vouloir se montrer aussi. Et c'est vrai qu'on a aussi cette tendance où c'est accessible. On se dit, même moi, tu vois, je vais se prendre mon exemple. Quand j'avais cet âge-là aussi, j'ai fait des tournois, etc. Parce qu'on se dit, c'est accessible, mais je pense que tu vas nous en détailler, que ça l'est pas vrai, pas du tout en fait, que c'est aussi de la rigueur comme des vrais sportifs. Ouais, c'est ça, clairement, le jeu, honnêtement, hein, je l'ai pris en main, enfin, après, moi, j'ai eu un peu de chance. J'ai eu des facilités sur le jeu, je ne sais pas d'où elles sortent, que ce soit tactique ou quoi, mais j'étais à l'aise très vite, j'étais fort très vite, sans forcément bosser dessus. Après, c'est clair qu'il y a un virage à prendre, encore là, actuellement, certes, je suis au Racing Club de Strasbourg, mais j'ai pas le niveau professionnel. Il y a des joueurs professionnels qui ont encore un stade au-dessus et eux, clairement, je peux en témoigner, il faut qu'ils s'entraînent à longueur de journée, qu'ils s'entraînent non seulement s'entraîner beaucoup, mais s'entraîner aussi contre des gens super forts, pour élever leur niveau, bien se préparer, bien manger et parce que ouais, en fonction de ce que tu manges, ça joue aussi sur ta façon de te concentrer, ton bien-être et cetera et cetera et ouais, il y a vraiment une vraie rigueur derrière ça. Est-ce que tu es capable, maintenant, avec ton point de vue, de voir quelqu'un qui joue et te dire, lui, c'est un professionnel et lui, ça l'est pas? Est-ce que tu arrives à percevoir cette frontière? Bah, il faut savoir que là, actuellement, je propose aussi des coachings donc je suis amené à côtoyer des gens un peu plus nuls, un peu moyens, enfin voilà. Et du coup, je peux les accompagner sur ça. Et quand je vois du coup le jeu, les pros, il y a un écart monstrueux. Rien qu'entre mon niveau et le niveau des pros, il y a un écart monstrueux. Mais ce qui est bien, c'est que quand je compare les deux, je suis capable de voir les petites choses qui font la différence. Mais qu'est-ce qui fait la différence justement? Est-ce que c'est en termes de mental? Est-ce que c'est en termes de technique? Parce qu'en fait, on a tous la même manette à la fin. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont se distinguer? Alors, je vais le faire par étapes. Quand on passe d'un niveau, on va dire, débutant à un niveau intermédiaire, là, c'est de la technique pure. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses à maîtriser, pas maîtriser, il y a certaines choses à apprendre. Ensuite, pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau très bon, il va y avoir un petit côté mental qui va jouer et un côté maîtrise. C'est-à-dire que tu peux faire des choses bien, mais ça va pas suffire. Il va falloir les maîtriser. Et ensuite, pour passer au niveau professionnel, à ce moment-là, il faut maîtriser et surtout avoir un mental à toute épreuve. Est-ce que maintenant, pour qu'on rentre un petit peu plus dans le domaine, dans Yacine, qui est ton vrai prénom, est-ce que cette envie-là du e-sport, c'est ça qui t'a fait lâcher aussi ta potentielle carrière d'infirmier? En vrai non. Pour de vrai, ce qui m'a fait lâcher ma carrière d'infirmier, c'était surtout, bah, du coup, les conditions de travail. Pour moi, c'était ma vocation et j'ai toujours un petit pincement au cœur quand j'y pense parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, bah, être auprès des autres, aider les gens et cetera, soigner les gens. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et ce depuis tout petit. Mais une fois que j'avais lâché pour moi, je savais pas ce que j'allais faire. J'ai réussi à bien me rattraper mais ouais, on va dire que l'e-sport, ça y est, c'est bon, c'est ma voie, je suis confiant. Pour qu'on rentre encore une fois dans le personnage, j'ai l'habitude de réaliser un petit triangle. OK, Un petit triangle des personnes pour voir un petit peu analyser les 3 points. Moi, c'est ce que j'appelle les 3 points de base. OK, Donc évidemment, j'ai mis le foot OK, dedans et j'ai mis FIFA Ultimate Team. OK. J'ai mis sur un autre point parce que c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas du tout C'est la même pas la chose. même chose. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de FIFA Ultimate Team? Ah, ça risque d'être un peu controversé parce que FIFA Ultimate Team, pour moi, il y a rien de bon dans ce mode, pour de vrai. C'est un mode, enfin, on voit la tournure que ça a pris. Là, il y a une statistique qui est assez effrayante, c'est que sur la boutique, c'est-à-dire que dans FIFA Ultimate Team, il faut acheter des packs pour avoir, des joueurs. Logiquement, plus tu achètes de packs, plus tu as de chances d'avoir, des gros joueurs. Et du coup, la boutique là, de cette semaine, si tu veux acheter tous les packs, il faut pouvoir mettre 800 €. T'imagines 800 € par semaine, pour pouvoir juste ouvrir des packs et avoir des joueurs qui seront inutilisables à partir du prochain FIFA.
Pour moi, c'est un mode de jeu pour de vrai, hein, c'est scandaleux. Mais, je pense. Mais tu joues quand même. Mais j'y joue quand même. Il y a un côté un peu addictif, un peu malsain. Mais en même temps, pas tellement le choix parce que les concurrents un peu de FIFA, ils sont dépassés selon moi. Tu m'as pas donné ta définition de FIFA Ultimate Team. Tu vois, tu m'as expliqué ce que c'est. Ouais. Là, tu m'as donné pas du tout envie d'y jouer, Ouais. mais tu m'as pas donné ta définition. Tu veux que je t'explique en détail ce Ouais, que c'est explique-moi ce que c'est. FIFA Ultimate. FIFA Ultimate Team, ouais. En gros, c'est un mode de jeu où on compose sa propre équipe. À savoir que pour composer son équipe, il faut des joueurs qui ont des liens entre eux. Ces liens vont être faits en fonction de leur nationalité, de la ligue dans laquelle ils jouent et des clubs dans lesquels ils jouent. Et ensuite, une fois avec la meilleure équipe, le but, c'est d'affronter un maximum de personnes et de gravir les échelons. Plus tu vas gravir les échelons, donc on commence en division 10, on finit en division élite. Donc de 10 à 9, 8, etc. jusqu'à élite. Et du coup, plus tu es dans une bonne division, meilleures seront les récompenses et donc meilleures seront tes chances de paquer des gros joueurs. Justement, moi, je voulais vraiment parler de ça. Donc, creuser, tu l'as déjà bien introduit, mais je voulais te parler d'un peu de ce sujet-là, justement, parce que toi, tu es un gros joueur de FIFA Ultimate Team. Je raconte ma vie, mais moi aussi, j'ai été un très gros joueur, comme je pense beaucoup de gens qui vont regarder cette vie, ce contenu. Mais du coup, c'est un thème d'actualité. C'est une info qui est sortie il y a un mois qui a fait beaucoup polémique. C'est qu'il y a, du coup, comme tu l'as expliqué, ce système de pack dans le jeu. En anglais, on appelle ça les loot box. En gros, tu vas payer. Tu peux prendre de l'argent virtuel. En gros, comme ça te laisse l'illusion du choix. C'est ça. Mais tu peux aussi sortir la carte bleue. Et il y a un pack, ça fait beaucoup polémique en Europe. C'est qu'il y a un pack qui coûtait du coup 30 euros. Du coup, 30 euros, pour te dire, moi, j'ai fait un peu mes recherches. 30 euros, ça peut être l'équivalent de 3 jours de course pour une personne. Tu vois, pour quelqu'un qui a un salaire moyen, 30 euros, il va faire ses courses à Intermarché, il peut manger. Ou alors, il achète un pack qui ne lui garantit même pas d'avoir, du coup, d'avoir un joueur. D'avoir Totalement. le joueur qu'il veut. Totalement. Et justement, moi, je voulais ton point de vue un peu plus approfondi parce que du coup, tu es dans ce milieu-là, parce que je pense que tu as déjà dû mettre de l'argent. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à mettre de l'argent là-dedans? Ce qui m'a poussé à mettre de l'argent, c'est du coup vouloir être compétitif. Les pros, ils ont un avantage, c'est que du coup, ils bossent avec des clubs de foot. Clubs de foot qui ont des moyens et qui font tout pour que leurs joueurs soient compétitifs. Donc forcément, à chaque début de saison, c'est des sommes faramineuses qui sont sorties. N'étant pas pro et n'étant pas de budget derrière moi, j'ai dû faire avec les moyens du bord. Forcément, j'ai pas eu les mêmes équipes que les pros, etc. Mais disons que j'ai pu me rapprocher des autres joueurs compétitifs. Parce que personnellement, j'ai été soft avec les points FIFA. Est-ce que tu as une somme à nous dire un peu pour expliquer un petit peu aux gens qui sont pas du tout dans ce milieu-là que ça peut parfois arriver à des sommes vraiment énormes? Je peux parler de moi Ouais. et après je peux parler des pros, Oui, bien par sûr. exemple. Moi, personnellement, la plus grosse année sur laquelle j'ai mis des points FIFA, c'était l'année dernière. J'ai mis 400 euros 400 euros à peu près. Cette année-là, j'ai mis uniquement 150. Pour comparer, un pro, ça va, moi, à 3 000, 4 000 euros de points FIFA en début de jeu. Est-ce que justement, parce que j'aimerais vraiment qu'on creuse ce secteur des loot box, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'avais entendu un YouTuber, j'ai plus le nom en tête, qui avait dit que c'est un peu une métaphore de la vie, les loot box. C'est qu'en fait, on te dit que c'est de la chance, mais en fait, si tu pars avec le plus d'argent possible, en fait, à la fin, c'est toi qui vas être le meilleur. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Ah, c'est totalement réel, hein. Pour moi, c'est totalement réel. Carrément, il n'y a rien à rajouter. Forcément, quand on compare du coup mon équipe avec l'équipe là, par exemple, d'un pro, que ce soit le pro du Racing ou peu importe, il y a un écart phénoménal. Et ça, on ne peut que l'expliquer par l'investissement en points FIFA. Certes, peut-être qu'il va faire des meilleures performances que moi, par exemple en FUT Champion, donc il aura un peu plus de gros packs que moi. Mais dans la majorité des cas, c'est pas ça qui va faire la différence. À la rigueur, par ce biais-là, il aura un joueur de plus que moi qui sera fort, mais les points FIFA, ça va lui faire l'équipe complète. Oui, donc plus on investit d'argent, en fait, c'est ça. un jeu, comme diraient les Anglais, qui est pay to win. C'est ça, c'est clairement un pay to win. Selon Mais- moi, c'est clairement un Mais pay to alors, win. comment le jeu marche autant? Selon toi, comment tu l'expliques ce succès? Parce que là, dans ce qu'on vient de lister, Ouais. c'est un jeu pay to win. Du coup, tu payes pour acheter, tu payes pour gagner. C'est un jeu très addictif. C'est un jeu qui est assez malsain. Comment t'expliques le succès encore de FIFA Ultimate Team? Moi, je l'explique de plusieurs manières. En fait,
Il faut savoir que FIFA, c'est un jeu qui marche très, très bien depuis, on va dire, FIFA 14, FIFA 13, donc 10 ans. Avant ça, il y avait PES qui avait le lead avec Konami. Tu jouais à PES? Non, non. Moi, j'ai commencé sur FIFA. Non, en vrai, j'avais déjà joué à PES quand j'étais petit, mais c'était pas voilà, mon jeu favori ou quoi. C'était vraiment comme ça pour le fun. Mais je pense qu'ils n'ont pas su prendre un certain tournant, ils n'ont pas su se réadapter. C'est-à-dire que PES, voilà, tu y jouais, c'était sympa. Il n'y avait pas réellement d'objectif. FIFA, pareil, au début, dès que ça commençait, il n'y avait pas réellement d'objectif, mais il y avait du contenu, voilà, un petit peu de contenu par-ci par-là qui faisait que tu avais envie d'acheter certaines cartes. Par exemple, il y avait les cartes boost, les cartes man of the match, donc Homme du match. homme du Les, match, les voilà, cartes boost, c'est ça, c'est du coup chaque semaine, tu as une équipe de la c'est semaine ça, avec les joueurs les plus en forme. c'est ça. Et du coup, en fait, c'est des cartes tout simplement qui ont une meilleure note. C'est ça. Et du coup, forcément, quand chaque semaine, tu avais une équipe avec donc, les joueurs en forme du moment, ça te donnait envie de, voilà, de jouer un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de crédit. Il y avait déjà les points FIFA, mais c'était pas encore si développé que ça. Donc, ça te donnait envie de jouer et d'avoir des meilleurs joueurs pour améliorer ton équipe. Par la suite, eSport, ils ont compris ça, selon moi. Et ça a commencé à être un petit peu abusif dans le sens où ils te sortaient donc déjà l'équipe Boost, mais plusieurs promos de cartes spéciales par, on va dire quoi? Par semaine à peu près. Donc c'est-à-dire que dans la semaine, ils vont trouver un concept où, par exemple, il y avait des joueurs, qui pouvaient, l'année dernière, il y avait, Courtois, donc le goal du Real de Madrid, qui pouvait jouer buteur. Forcément, c'était Donc intéressant. un Un gardien qui est gardien, passé voilà. buteur. Ils ont trouvé des concepts comme ça pour Juste pouvoir pour que tu sortes la carte c'est ça, bleue. parce que Ouais, c'est malsain. Courtois, il fait 2 mètres, Oui. tu le mets buteur. Ils lui ont mis un playstyle, donc c'est un petit avantage qu'il y aura dans le jeu, un petit boost sur lui, qui fait qu'il va sauter encore plus haut. Donc on peut imaginer un Ah oui, mec qui le fait mec 2 va mètres. dunker, quoi. C'est ça, Le mec, c'est ça, le mec va signer en NBA, c'est quoi. ça. Donc forcément, il y a des gens qui, pour avoir, par exemple, Courtois, vont mettre des points FIFA. Il y a... Points FIFA qui ne vont pas, du coup, leur donner la garantie d'avoir Courtois. Exactement. Mais c'est un peu l'âne et la carotte. C'est ça. Sauf que, bah, du coup, il y a un peu ça toutes les semaines. Là, on se retrouve avec, à la fin du jeu, pour donner un ordre d'idée, Mbappé, là, actuellement, il est déjà assez compliqué à avoir. Donc, en carte normale, il a déjà une carte spéciale, donc qui est encore plus compliquée à avoir. Et à la fin de l'année, en règle générale, il a 4-5 cartes spéciales. Donc, vous imaginez, enfin, on peut imaginer que quand il y a Mbappé qui est dans l'équipe du moment, les gens déboursent des sommes affolantes. Quand toi, tu dépenses une somme et que tu te filmes en live en train d'ouvrir des packs, par exemple, est-ce que tu as un petit sentiment quand même de faire quelque chose qui est pas normal, de montrer un comportement qui est pas forcément normal? Après, je te fais pas ton procès maintenant, parce qu'il y a plein d'autres streamers, youtubeurs qui font ça aussi. Mais est-ce que toi, tu as un peu ce sentiment en mode d'être un peu c'est pas normal ce que je fais, je devrais pas faire ça? Totalement, totalement. Sachant que j'ai pris conscience de ça il y a pas si longtemps que ça. L'année dernière, comme dit, j'avais mis 450. Cette année, j'en ai mis 150. C'est pas pour rien, j'ai réfléchi entre-temps et en fait, je me suis dit que c'est pas l'image que je dois donner. Il y a des petits qui me suivent, il y a des jeunes qui me suivent, il y a des gens de mon âge, il y a des plus vieux. Bon, les plus vieux, allez, tranquille, mais les plus jeunes, voilà, le but, c'est pas de les influencer, de leur donner envie de mettre des points FIFA. Il y a des gens qui sont addicts à ça et j'ai pas envie que ma communauté tombe dans ça. En règle générale, quand je suis en stream, bah là, en l'occurrence, quand j'ai mis les 150 euros de points FIFA, j'ai fait un rappel. J'ai dit, les mecs, je mets 150 euros de points FIFA, ok. Moi, je vais les rentabiliser avec les streams, avec les compétitions e-sport ou quoi. Je le vois comme un investissement, entre guillemets, personnel. Vous qui jouez pour le fun, ne faites pas ça. C'est de l'argent perdu bêtement. Rien que 150 euros, je me vois au collège, par exemple, hein, au lycée avec 150 euros, ah, je peux vivre, je peux vivre 3 mois quoi, avec 150 euros. Donc, ouais, ne faites pas ça. Garou, est-ce que tu rêves Ouais, parfois? je rêve souvent. Tu, C'est- tu Je, m- rêves de quoi? je m'intéresse aux rêves, je m'intéresse beaucoup aux rêves. Je rêve de tout, ça dépend. Ça dépend. Mais là, par exemple, est-ce que hier soir t'as rêvé? Hier soir, non, je crois pas que. En ce moment, je rêve pas beaucoup parce que je pense que je suis un peu fatigué, même beaucoup fatigué. Mais il y a une période de ma vie où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup rêvé. Donc, C'est une période qui coïncide avec quoi? honnêtement, j'étais dans une phase un peu compliquée, je pense, de ma vie. J'étais un peu perdu. Ça coïncidait un petit peu avec l'époque où je pensais arrêter infirmier. J'avais plein de questionnements dans ma tête. Je pense que ouais, c'était à cette période-là, même un petit peu avant, quand j'étais au lycée. Je rêvais pas mal.
Et j'avais des rêves quand même en vrai intrigants. Et ouais, est-ce que tu as un rêve à nous raconter là maintenant? Ah, j'ai trop de rêves, mais il y a un rêve, il est un peu cringe. Pa Parce que en fait, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est quelqu'un donc là, par exemple, toi, tu vas me parler de ton rêve et on va essayer de comprendre tous les 2 pourquoi Ok, tu as rêvé de ça. ok. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis Non, prêt. toi, est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors, je vais vous parler d'un rêve. Je vais te parler d'un rêve. Donc, on va se situer un petit peu dans le temps. Ma période où je faisais beaucoup de rêves, il faut savoir que chaque rêve, quand je me réveillais, donc on s'en souvient parfois, je les notais dans mes notes, parce que j'ai lu que quand on note nos rêves, on peut s'en souvenir, plus facilement pour les prochains et cetera. Ce qui fait que j'ai adopté, cette faculté, enfin j'ai acquis cette faculté de me souvenir de mes rêves assez facilement. Et en fait, je faisais des rêves où je voyais souvent, une dame. Une dame. À chaque fois que je la voyais. Attends, c'est dans le contexte là ce que je dis? Ouais, Genre, mais oui. parce que ça fait flipper un peu ce que je vais te Ouais, dire. non, mais t'inquiète, raconte. OK. Raconte, t'inquiète pas, c'est dans ta tête. OK. C'est dans ta tête. OK, N'aie OK. pas peur de ta tête. OK. Donc en gros, ouais, je voyais une dame et à chaque fois que je la voyais, j'étais content. J'avais l'impression de la connaître depuis, perpète, depuis très longtemps. Mine de rien, elle me disait rien, mais voilà, c'était un peu chaleureux. À chaque fois que je la voyais, elle me parlait de ma famille, elle me parlait de ma vie à moi, sans me donner de conseils, mais elle me rassurait. Elle me disait que tout allait bien se passer, et cetera, et cetera. Les mois s'écoulent, les mois s'écoulent et je fais un rêve qui m'a bouleversé et qui fait frissonner les gens encore aujourd'hui quand je le raconte pour de vrai. Je raconte le rêve. Ouais, ouais, raconte-le. En gros, du coup, j'avais appris aussi à faire des rêves lucides. OK. Donc, j'avais appris à faire des. Alors, les rêves lucides, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est des rêves où tu es conscient dans ton rêve. Tu peux bouger, tu peux te mouvoir, tu peux. Parce que normalement, quand tu es dans un rêve, tu es bloqué. En C'est ça, fait, tu es un peu victime de ton cerveau. Mais là, le rêve lucide, ton cerveau te donne la notion, la conscience de c'est pouvoir te mouvoir, c'est ça. te déplacer. À savoir que j'avais une petite technique pour rentrer dans ce rêve lucide, c'était que Ouais. dès que je spawn dans mon rêve, voilà, je me pince. Dès que je sens pas la douleur, d'un coup, ça passe en rêve lucide. Moi, j'ai vraiment je me souviens d'avoir vraiment eu la transition entre un rêve banal et Ouais. rêve lucide. D'un coup, voilà. Donc, je vais raconter le rêve. Je spawn, j'atterris devant une fontaine, OK? Devant une fontaine, je me pince, hop, transition rêve lucide. Je suis dans un rêve lucide, donc il y a une fontaine devant moi. Derrière, il y a un grand bâtiment, une grande bâtisse. Donc là, j'ai la réflexion, je me dis: «Ah, je suis dans un rêve lucide, tiens, je vais passer par la gauche de la fontaine». Donc je contourne la fontaine, je rentre dans le bâtiment. Dans ce bâtiment-là, je vois quoi? Je vois des gens, vêtus de toges. Enfin voilà, c'était vraiment une époque ancienne, c'était clairement pas de notre époque et qui faisaient leur vie, quoi. Il y avait un mec qui forgeait, il y avait quelqu'un d'autre qui s'occupait d'animaux, enfin voilà, chacun faisait un petit peu ses petits trucs. Et d'un coup, j'ai entendu le son d'une cloche. Une cloche très, très forte et d'un coup, il y a tout le monde qui a arrêté, de faire ce qu'ils étaient en train de faire et ils se sont dirigés vers le fond de la bâtisse. Donc ils se dirigent vers le fond de la bâtisse. Forcément, intrigué et me questionnant, je les suis. Je les suis et je vois quoi? Je vois un portail. Ouais, un peu bizarre le truc. Je vois un portail, blanc de lumière et toutes les personnes rentraient dedans. Ce qui fait que, bon, moi, j'arrive devant le portail, je regarde les gens qui rentrent dedans, je me dis: «OK, bizarre» et d'un coup, la dame dont je rêvais, auparavant arrive. Je la vois, je lui dis: «Ah, ça va? Qu'est-ce que tu fais là?» et cetera et cetera. Tranquille et tout. «Ouais, tranquille, je sais pas» et je lui dis comment je lui dis ça? Je lui dis, «Je t'ai jamais demandé, comment, enfin, voilà, c'est ça. En gros, elle me redemande: «Ouais, comment ça va?» et cetera, blablabla, les classiques et tout. Je dis: «Ouais, ça fait plaisir à chaque fois que je te vois et tout, vraiment ça se passe bien et cetera, j'apprécie» et je lui dis: «Mais en fait, je t'ai jamais posé la question, bah, qui es-tu? Que fais-tu? Qui es-tu?» tout simplement et elle me dit: «Je suis la dame de Drancy, OK? Je suis la dame de Drancy et écoute, là, c'est la dernière fois que tu veux enfin, la prochaine fois que tu vas me voir, ça sera la dernière fois». La dame de Drancy, genre, Attends. Elle rentre dans le portail. Au moment où elle rentre dans le portail, je me réveille et je suis en train de pleurer.
Et je vous jure que je ne mens pas et que je sais pas quoi, ça m'a traumatisé. Le lendemain, j'en ai parlé à ma mère, elle était traumatisée. J'en ai parlé à mes potes, ils étaient traumatisés. Et j'ai encore la note sur mon phone. Je me réveille, je fais la note en question, je vais sur Internet, je tape Drancy. J'étais jamais allé à Drancy, je crois que je connaissais même pas. Je connaissais juste l'imam de Ouais, Drancy, l'imam de Chalgoumi, c'est tout. Drancy. Et je vois la fameuse bâtisse en question, Ouais. dont j'avais rêvé, impossible que j'ai vu. On pourra regarder sur Internet après. Et je vais sur Wikipédia et je vois qu'ils ont découvert la sépulture d'une dame qui était enterrée sous un bâtiment à Drancy et qui datait du coup un peu de l'époque dont j'avais rêvé. Oh la dinguerie. Voilà, je ne sais pas quoi en faire de cette information-là, mais Bah, on va essayer de décrypter ça. ok, On va essayer un ok. petit peu parce que j'ai pris quelques notes pendant que tu parlais. Donc du coup, t'as le côté un peu, t'as le côté déjà, il y a donc du coup le côté il y a des animaux, Oui, du coup, et t'as aussi le côté toge. ouais, Du coup, ce qui pourrait faire penser à du coup un côté mystique. ouais, Un côté les toges, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même des tenues assez traditionnelles qui sont assez connotées, proches de la religion. c'est ça. Donc ensuite, j'ai noté aussi donc les cloches. Du coup, on reste quand même dans la thématique de l'église, la Ouais. thématique, et on est aussi à un moment où tu parles d'éloignement. Du coup, il y a deux thèmes centraux qui reviennent. Il y a le côté mystique et le côté éloignement. Est-ce que c'est une période de ta vie où tu as perdu quelqu'un? Non, pas du tout. C'est pas une période de ta vie où même où genre tu t'es éloigné d'un Ah, ami, ou tu t'es ouais, amicalement. amicalement, Am- ou genre t'as perdu quelqu'un, pas forcément dans le sens de Ok, mourir, ok, mais ok. t'as perdu peut-être genre un ami ou quelqu'un. C'était une période où, pour de vrai, je me sentais très très seul. C'est une période où je me sentais très très seul et avant ça, c'était quand même quelques années avant, vraiment un an ou deux, bah, j'avais coupé une relation amicale qui me tenait vraiment vraiment à cœur. Il y a énormément de personnes à qui ça arrive, tu vois, ce genre de rêve où, où tu te réveilles et où tu es marqué physiquement par ton rêve. Et en fait, souvent les rêves, bah, vu que c'est lié avec l'inconscient, c'est lié à des expériences que tu as pu vivre, tu vois, dans ta vie à toi. Ouais, Tu vois? Du coup, ça c'est pas du tout étonnant il y a parce qu'en fait, dans un rêve, ce qui est fascinant, c'est que tous les moves, tout ce que tu vas rêver, en fait, a un sens. Vu qu'en fait, ton cerveau va créer ça tout seul, il se base uniquement sur ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. ok. Du coup, là, tu vois, par exemple, le côté toge, c'est le côté aussi peut-être que c'est un moment dans ta vie où, est-ce que tu t'es rapproché de la religion à ce moment-là? En vrai, pas du tout. Mais Et je est-ce que tu m'étais. t'es rapproché dans le futur ou même par le passé? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti genre, tu as eu envie de te rapprocher de ça? En fait, c'est ça le pire, c'est que j'ai jamais eu cette pensée-là, cette réflexion-là, je l'ai jamais eu. Mais il y a eu plein d'autres rêves qui ont aussi un rapport avec la religion de près ou de loin, donc par des petits billets, comme tu le dis si bien. Mais je vois pas de rapprochement selon moi. Enfin, je le perçois pas Ouais. personnellement. Parce qu'il y a vraiment tout le champ lexical de l'éloignement, parce que Ouais, tu as aussi toutes les personnes, du coup, toutes les toges qui partent par un portail et tu ouais, sais pas où elles vont. c'est ça. Donc, il y a eu ce sentiment peut-être aussi que tu as rencontré quelqu'un et tu n'as pas compris aussi pourquoi. Ok, ouais, possible. Tu as le Possible, côté là, où, je réfléchis. et c'est peut-être un moment dans ta vie où tu as aussi perdu des repères. Ouais, Parce que la dame, du coup, qui représentait peut-être potentiellement pour toi ouais, un repère, ouais, le fait qu'elle te dise: «C'est la dernière fois que tu vas me voir», ouais. tu as perdu quelque chose. Ouais, franchement, c'était une période où j'étais perdu dans ma vie. Ouais, Je me sentais très, très seul. ouais, Ça a très, très certainement joué, ouais, comme tu le dis. Le fait de plus avoir de repères. J'étais dans une période où j'allais lâcher du coup mes études. Alors que moi, j'étais quelqu'un qui, pour le coup, je comptais faire des études. Je suis quelqu'un qui aime bien apprendre. Et là, lâcher bah, du coup le système scolaire, pour moi, ça me faisait mal. Pareil, la déception un petit peu des proches, même si en vrai, ils m'ont tous soutenu dans mon choix. Mais il y avait quand même voilà, la peur de décevoir, la peur de se rater, de qu'est-ce que je vais faire par la suite. Ça a très certainement joué. est-ce que tu l'as encore aujourd'hui un peu ce sentiment-là? Malgré le fait que, tu vois, là, par exemple, on va en parler juste après. Maintenant, du coup, tu as retrouvé un petit peu ce système scolaire. Tu as quand même l'e-sport qui te porte quand même pas mal de choses. Tu as une communauté. Mais est-ce que tu as toujours ce sentiment-là parfois, tu te dis, cette dame, elle peut revenir? Moi, pour moi, hein, je pense que la prochaine fois que je vais la voir, ce sera au moment où je vais mourir. Ok. Parce qu'elle m'a fait la déclaration, elle m'a dit: «La prochaine fois que tu me verras, ce sera la dernière fois». Pour moi, je le prends pas comme une menace, mais comme un signe un peu inquiétant. Après, j'y pense pas souvent, mais c'est un des rêves que j'aime bien raconter parce que pour moi, c'est celui qui a le moins de sens.
Dans le sens où il y a trop de détails qui, pour moi, n'étaient pas, c'était pas accessible. Mais justement, en fait, vu qu'il a énormément de détails, il est extrêmement intéressant. Et tu vois, même, on a discuté et tu vois, tu as quand même retrouvé des moments où tu t'es dit, Clairement. il se passe quelque chose, tu vois. Ouais, Parce que, comme je l'ai dit précédemment, le cerveau, il invente rien, en fait. Le cerveau, il se base uniquement sur ce qu'il a vu ouais, et ouais, sur les significations, en fait. ouais, totalement. Pour en revenir un petit peu au système scolaire qui, du coup, pour toi, représente un repère, tu as repris, du coup, actuellement, tu es en BTS en alternance, du coup, dans une école de communication. C'est ça. Et tu m'en as parlé un petit peu avant, off caméra, du fait que tu sentais un décalage. Est-ce que ce décalage, malgré ce décalage, est-ce que tu as quand même réussi à retrouver des repères dans un milieu scolaire? Parce que, comme on l'a dit, du coup, tu t'es forgé sur Twitch, tu t'es forgé sur TikTok. Est-ce que le fait de retourner à l'école aussi, ça t'a pas déséquilibré? Ça m'a pas déséquilibré dans le sens où ça m'a plus apporté que desservi. Dans le sens où l'école, c'est une certaine sûreté. C'est-à-dire que là, je suis en première année du coup de BTS. Je sais que là, cette année-là et l'année prochaine, j'y serai encore. C'est pour l'instant la sûreté. Twitch, on peut dire ce qu'on veut, même si voilà, une très grosse, enfin pas une bonne communauté. D'ailleurs, gros big up à tout le monde. Heu, c'est quand même un milieu assez instable. Pareil pour, le milieu du e-sport. Là, j'ai la chance d'être au Racing Club de Strasbourg. Je sais pas si l'année prochaine je le serai. Mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les études, je vais essayer de faire ça bien. J'ai senti, comme tu l'as dit et comme je te l'ai dit tout à l'heure, un petit décalage avec, avec mes collègues. Logique, je suis un peu plus âgé qu'eux, j'ai un peu plus d'expérience qu'eux. Je suis dans un domaine que les gens ne comprennent pas forcément, comme c'est un domaine qui est tout juste, émergent. Mais ouais, il y a un petit décalage, mais tout va bien. Je te propose maintenant de revenir un petit peu 10 ans avant. Du coup, là, tu as actuellement 24 C'est ans. ça. Revenir quand tu avais 14 ans. Du coup, je sais, le rêve, tu l'as fait à peu près à quelle période? J'avais 20 ans. D'accord, donc du coup, c'était quand même bien avant. Tu vois, est-ce que pendant cette période-là, alors pas obligé de raconter toute l'histoire d'un rêve, mais est-ce que tu as aussi un rêve de cette période-là, on peut dire ce qu'on peut appeler l'enfance encore, à 14 ans, tu es Ouais. encore un enfant, qui t'a aussi marqué à cette époque? Je faisais pas mal de cauchemars, pour de vrai. À l'époque de 14 ans, en vrai, pas tellement. Je pense que mon cerveau, il était trop, il y a rien qui m'a marqué, mais il y a des rêves de quand j'étais petit qui m'ont marqué, ouais. Est-ce qu'il y a un rêve qui était récurrent? Ouais, et là, tu m'as fait un flashback. Ouais. Attends, c'était quoi? Je vais pas réussir à m'en souvenir. Parce que en gros, je fais un rêve, c'est un cauchemar, hein. Je fais un cauchemar très fréquemment. Je l'ai fait sur toute ma vie parce que je sais que quand je me réveille, c'est traumatisme, j'ai des flashbacks de quand j'étais petit et cetera et cetera. Mais je n'arrive plus à m'en souvenir, d'office. C'est atroce. T'as pas quelque chose, t'as même pas un petit filon? Si en gros, c'est en fait, le rêve, il est surtout basé sur une sensation. Ouais. C'est le fait d'avoir quelque chose dans la tête. Quelque chose qui fait que mon crâne va exploser. Ouais, un peu bizarre. En fait, je vois c'est beaucoup, je sais pas comment expliquer, c'est en mode la vue, elle est brouillée. Donc en fait, tous mes sens, ils sont off. Ma vue, elle est brouillée, comme quand les chaînes, elles sont cryptées un peu, mais en noir. Souvent, quand tu as la sensation de voir tout brouillé, c'est un rêve qui est très lié au fait d'avoir des chaînes. Tu vois, de se sentir un petit peu, ankylosé, OK, de se sentir un petit peu, tu vois, tu pas maître de ce que tu veux faire. OK, Est-ce qu'à 14 ans, tu sentais que tu avais envie de faire des trucs et que tu n'avais pas les moyens de les réaliser? et ça, je l'ai toujours, hein. Je l'ai toujours, selon mes proches, là, je suis pas là pour me vanter ou quoi, mais vraiment depuis petit, j'ai toujours été plus mature que les autres. J'avais une réflexion beaucoup plus poussée que les autres. Et c'est vrai que je me sentais pas forcément à ma place. C'est pour ça que j'étais beaucoup seul. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'ai un peu du mal aussi avec les relations sociales, tout ça, même si je fais des efforts. Mais ouais, je me suis senti pas mal seul et pas souvent à ma place, dans le sens où je réfléchissais pas forcément de la même manière que les autres. Je pensais pas forcément aux mêmes choses. Et ouais, je pense que ça a joué. J'ai subi ça, enfin subi. J'étais comme ça, du coup, durant toute mon enfance, toute mon adolescence. Encore actuellement, ça joue, mais ça va un petit peu mieux. Je prends un peu plus de recul et surtout, je prends conscience que c'est important de partager des choses, De faire ce qu'on a envie de faire. de faire ce qu'on a envie de faire, de partager des choses avec les gens.
ça, surtout. Mais ouais, de faire ce qu'on a envie de faire, c'est ce qui prime en vrai de vrai. Est-ce que l'e-sport et maintenant je vais revenir à une question que je t'ai posée au début. Est-ce que l'e-sport, c'est une fin en soi? Ah, pour moi, difficile à dire. Je ne pense pas. Pour moi, c'est vraiment que des étapes. Je sais pas encore où je vais. J'ai confiance. Je sais pas encore où je vais, j'ai confiance. Je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui vient à moi aussi. Ça, j'ai appris à l'accepter. Par exemple, quand on me propose des choses, quand on me propose des, je sais pas moi, par exemple là, une interview, enfin un petit truc comme ça. Enfin, je suis là, j'accepte. Ça va forcément me pousser à quelque chose. Ça va forcément. Par exemple, là, maintenant, on a reparlé de mes rêves. Quand je vais en ressortir, je vais forcément y repenser, je vais cogiter. Peut-être que ça va m'apporter quelque chose. Je cherche toujours à trouver ce que ça va m'apporter. Enfin, ce que les choses vont m'apporter. Je reviens juste sur le rêve que tu faisais quand tu avais un peu du coup ce sentiment d'être brouillé, et cetera. C'est un rêve que personnellement, moi, j'ai énormément fait Ok. quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'est souvent comme ça quand tu es adolescent aussi. Parce que, en fait, qu'on le veuille ou non, tu peux pas faire ce que tu veux aussi. En fait, c'est quelque chose, même comme tu l'as très bien expliqué, quand on est adulte, en fait, on reste bloqué par nos peurs, par nos têtes Ouais. et par les autres. Ouais. Est-ce que tu estimes que ton entourage aujourd'hui, il est là. Est-ce que tu estimes que ton entourage est sain aujourd'hui par rapport à une autre époque où peut-être qu'il a été moins? En fait, c'est juste que j'ai pris en. Comment est-ce que je peux dire ça? Maintenant, les gens arrivent à comprendre parce qu'il y a quelque chose derrière. Je vais prendre l'exemple de ma mère, tout bête. Gros big up à elle encore. Mais en gros, et j'ai fait des big up à tout le monde ce soir. Par contre, tu viens de faire un big up à ta mère, c'est extraordinaire. Là, par contre, c'est fou. La commu, la daronne, tout le monde, let's go. Mais ouais, du coup, ma mère, c'est un très bon exemple. À l'époque où j'avais 17, 16, même avant, hein, 14, où je lui parlais d'e-sport, elle comprenait pas forcément les choses. Forcément, c'est notre génération, ils ont pas la même approche que nous. Mais là, maintenant, quand elle voit que, par exemple, des clubs de foot investissent dans ce domaine-là, qu'il y a des gens qui me suivent, qu'il y a des gens qui me soutiennent, qu'il y a des gens à qui ça fait du bien de me voir en stream. Ça aussi, ça joue. Enfin, c'est aussi un truc qui m'anime vraiment, pour de vrai. J'ai eu une période où j'ai arrêté de stream et il y a des mecs qui étaient pas bien, et qui avaient besoin de ce petit truc-là, de parler avec quelqu'un et voilà. Mais du coup, le fait d'avoir tout ça derrière, je pense que ça joue. Enfin, les gens comprennent les choses et voient que voilà, il y a moins de, peut-être pas de jugement, mais il y a plus d'accompagnement. Je sais pas si tu vois la nuance. Alors, je comprends, mais on va finir sur une note plus légère. Parce que là, quand même, on est rentré dans quelque chose d'assez pesant. Ouais. Ta ressemblance avec Rafinha, Oh là là. l'ailier du FC Barcelone. Ouais. Parce qu'en fait, alors, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que cet homme ressemble Archi à pas. Rafinha. Non. Parce qu'en fait, on faut expliquer un petit peu aux gens. Parce qu'en fait, du coup, t'as énormément de gens sur tes streams, même qui Ouais. répondent à tes stories et qui disent que tu ressembles énormément à Rafinha, C'est ça. l'ailier du FC Barcelone. C'est ça. Et comme tu l'expliques, du coup, il y a des gens qui te suivent, il y a des gens du coup, qui reviennent très régulièrement. C'est ça. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça te casse pas un peu la tête, ça? Franchement, moi, je me prends pas la tête. Ça me fait rire. Genre, je préfère en rigoler qu'autre chose. Il y a ça aussi. À un moment, j'avais les cheveux longs et du coup, je ressemblais à Darwin Nunez de Ah oui, Liverpool. donc tous les Donc on m'a footballeurs sorti sud-américains. Darwin Nunez et Rafinha là en ce moment parce que du coup j'ai les cheveux un peu plus courts, j'ai le bouc, moustache, etc. Mais ouais, non en vrai je préfère en rire. Carrément j'en ai fait une story tout à l'heure, les gens m'ont encore vanné sur ça. Mais après voilà c'est bon enfant, il y a pas de, y a rien derrière. Est-ce que c'est un footballeur que toi t'apprécies? Franchement, pour de vrai hein, je regarde pas le foot. Non. Non, je regarde pas le foot. Et il y a très peu de gens qui savent. Hein. Quand les gens passent sur mes streams, ça me demande en règle générale, est-ce que, voilà, quelle équipe tu supportes? T'as vu le match de Nana? Ah ouais, tu regardes pas le match? Je suis en stream, je regarde pas le match. J'ai pas le temps. Mais non, mais en fait, ça me fout droit parce que tu fais partie de cette catégorie de personnes du coup qui sont des cracks à FIFA Ça. et qui ne regardent pas le football. Petite anecdote, je découvre les transferts des clubs sur FIFA. Non, putain, ça c'est incroyable. Ça c'est le Je duo. découvre. C'est-à-dire que j'arrive en stream, voilà, début d'année, etc. Je lance le jeu. Ah ouais, lui, il est pas dans ce club-là? Ah non, gros, ça a été annoncé. Ouais, non, mais ça c'est grave Ouais. quand même. Ah, je suis pas du tout, vraiment pas branché. Ça me rappelle un cousin à moi qui, lui, du coup, était exactement comme ça. Ok. Et un jour, il me parle, à l'époque, c'était vraiment à l'ancienne. Il me parlait de Carlos Tevez à la Juventus, tu vois. Ouais. Et moi, je suis un gros fan de la Juventus.
Et du coup, genre, je lui dis, ouais, t'as vu son but la semaine dernière? Il dit, mais non, mec, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je l'ai juste sur FUT, tu vois. Ouais, Et ouais, il est ouais. trop fort, tu vois. Et moi, ça me rend fou parce qu'en fait, ça crée une vision. Là, on rentre dans un débat qui est vraiment un débat on va dire, d'experts, je dirais pas, parce qu'on va pas dire qu'on est des experts, mais quand même d'initiés, on va dire. C'est que, après, t'as des mecs qui pensent qu'il y a des joueurs qui sont très forts sur FIFA qui le sont aussi dans la vraie vie. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Et pour qu'on rentre un peu plus dans le détail, il y avait un joueur comme ça qui s'appelait Victor Ibarbo Oh en là là. 2015. Ah voilà, là, Légende. légende, tu Barbeau, vois, respect, respect, légende. mon gars. Alors, pour ceux qui regardent le football, Victor Ibarbo n'est personne. Il a joué un peu à Rome, voilà, un peu en Sardaigne. Mais pour les joueurs de FIFA, de FUT, Ouais. c'est une icône. C'est une légende. Genre, si je vous dis, les fans de football, le trio Moussa, Ibarbo et Méniké, ça va rien vous dire. Mais là, vous regardez sa réaction. Ah, ouais, c'est trop. Voilà. La Trinité. Gervinho, Doumbia, Ibarbo. Alors ça, c'était. Oui, ça, c'est vrai qu'il y avait aussi Gervinho. Moi, j'avais C'était une folie. Emenike. Ah oui, Emenike, ouais, je me souviens. Ouais, ouais. Qui Ouais, d'ailleurs, pareil. on est sur lui, qui lui aussi est dans un esprit très FIFA, parce qu'il y a une anecdote très célèbre, comme quoi il a quitté Miss Nigeria 2015 pour sortir avec Miss Nigeria 2016. Ah ouais, Ouais. Le mec, il se met à la page et Oui, tout. oui, c'est ça. Genre, il est sur FIFA dans la vraie vie. Dans la lui. vraie vie. Non, voilà, c'était une petite anecdote pour un peu voilà, montrer aussi que même si on est des gros joueurs de jeux vidéo, en vrai, genre, c'est vrai. En fait, d'un côté, ça paraît logique. Parce qu'un mec qui joue à Call of Duty, il connaît pas les statistiques de tous les conflits. Ou Ouais, même bah oui, toutes clairement. mais par contre, il y a quand même des mecs sur Call of Duty qui sont quand même, en termes d'armes. Ouais. Alors, Ouais, qui sont rodés, ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Alors là, on va terminer certainement là-dessus parce que c'est quand même une anecdote qui est très drôle et que on est quand même rentré dans ta tête. Du coup, Ouais. c'est quand même important de détendre tout ça. Mais en gros, je faisais ma JAPD, pour ceux qui connaissent. Et ma JAPD, en gros, t'as toujours un gendarme qui Oui. vient avec des armes à feu et il nous montre des photos d'armes à feu. Et t'as l'expert, T'as le mec. qui joue à Call of Duty Ouais. et qui arrive comme ça et qui dit, ah ouais, ça c'est un FAMAS 42B. Il dit, mais comment ça, attends mec, c'est une arme de guerre, c'est utilisé en Syrie, ça, Ouais, comment ouais. tu connais ce truc? Il lui disait, ah mais ça c'est une Kalachnikov B12 et tout, ah ça c'est un chargeur portatile. Et le gendarme, il était fou. Ouais, ouais. Le gendarme, il comprenait rien. Il disait, mais attends, mais je suis sûr que ce mec-là, maintenant il est fiché. Eh, Parce que c'est pas possible. J'étais ce mec-là avant de commencer FIFA. Ah, c'était abusé. C'était abusé. Non, mais c'est drôle, c'est drôle. Parce que t'as joué à Call of aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Bah, l'attrait compétitif de base, je le tiens de Call of. En gros, je joue à Call of. Forcément, Call of, tu peux jouer en équipe. Et bah, du coup, les premières compétitions que j'ai faites de base, hein, c'était sur Call of. J'en ai fait quelques-unes, j'ai vu que j'avais pas le niveau, j'ai lâché ça. Je me suis mis à FIFA. Et là, j'ai vu que j'étais en place, quoi. Garou. Ouais. Maintenant, je vais te poser 3 questions. Il y a 10 ans, c'était quoi ton rêve? Maintenant, c'est quoi ton rêve? Et d'essayer d'imaginer dans 10 ans, quel sera ton rêve? Ok, très bonne question parce que c'est une question que je me pose tous les jours. Parce que j'aime bien voir, j'aime bien m'imaginer le futur. Parce que je pense que c'est en se l'imaginant qu'on arrive à le créer. Il y a 10 ans, je me voyais médecin ou infirmier. Bon, en tout cas dans le corps médical. Là maintenant, dans 10 ans, non, c'est quoi? Maintenant ton rêve. Maintenant Je ton suis rêve. le singe que je pensais être. Là maintenant, mon rêve, c'est d'arriver à développer tout ce que j'entreprends, que ce soit dans le domaine du e-sport, principalement dans la création de contenu. C'est quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que je veux faire depuis très très longtemps. Et dans 10 ans, Ouais. dans 10 ans, Il faut un peu imaginer. dans 10 ans, ben, j'imagine que tout ce que j'ai entrepris fonctionne forcément. On va essayer de voir que du positif. Et que ça prenne une ampleur qui n'a pas encore été connue. Essayer de faire des choses qui n'ont pas encore été faites. Essayer de marquer l'histoire à ma manière. Merci beaucoup, Garou. Merci à toi, c'était sympa.